Mettez un commentaire si vous avez déjà acheté un produit sur Wish. Je suis convaincu que plus de la moitié des gens qui vont regarder cette vidéo l'ont déjà fait. En 2020, cette application valait 14 milliards de dollars. Aujourd'hui, elle ne vaut presque plus rien. Et pourtant, des centaines de millions de personnes l'utilisaient. Elles achetaient, elles scrollaient, elles revenaient tous les jours. Alors, comment une entreprise aussi énorme a pu s'effondrer aussi vite? Et surtout, pourquoi autant de gens ont continué à acheter alors qu'ils savaient que ça n'allait probablement pas bien se passer? Vous vous souvenez de cette époque? 2016, 2017, 2018. Vous scrollez sur Facebook et une pub apparaît. Un drone à 3 €, une robe de mariée à 15 €, des écouteurs Bluetooth à seulement 1 €. Vous vous dites c'est louche, mais vous cliquez quand même. Bienvenue sur Wish. Pendant quelques années, Wish était partout. Sur YouTube, sur Instagram, sur Facebook. Impossible d'y échapper. L'application était téléchargée des millions de fois par mois. Un grille-pain en forme de Dark Vador, pourquoi pas? Un t-shirt avec votre propre tête imprimée dessus, allez, c'est 2 €. Et puis, plus rien. L'action s'est effondrée. Les utilisateurs sont partis, la confiance a disparu. Comment une plateforme qui attirait des centaines de millions de personnes a pu s'autodétruire aussi vite? Comment une entreprise valorisée à 14 milliards de dollars a pu tomber aussi bas? Aujourd'hui, je vais vous raconter l'une des histoires les plus fascinantes du e-commerce moderne. L'histoire d'une ascension fulgurante et d'une chute presque inévitable. Bienvenue dans l'histoire de la mort de Wish. Pour comprendre Wish, il faut d'abord comprendre le monde dans lequel il est né. Et pour ça, on doit remonter à 2010. Le shopping en ligne explose. Amazon domine en Europe et aux États-Unis. eBay, quant à lui, existe toujours, mais il manque quelque chose. Amazon, c'est pratique, c'est rapide, mais c'est aussi sérieux. Vous allez sur Amazon pour acheter ce dont vous avez besoin. Un livre, des piles, une nouvelle souris pour votre ordinateur. C'est fonctionnel. Amazon, c'est le supermarché en ligne. Vous savez ce que vous voulez. Vous le tapez dans la barre de recherche, vous l'achetez. Il n'y a pas de surprise, pas de découverte, pas de plaisir. Et puis, il y a AliExpress, la version internationale d'Alibaba. Je vous en ai d'ailleurs parlé dans une précédente vidéo. Des produits chinois ultra bon marché, directement expédiés de Chine. L'idée est bonne, les prix sont incroyables, mais le site est compliqué, les délais sont longs, l'interface est moche, c'est le Far West du e-commerce. Il y a aussi eBay, bien sûr, mais eBay, c'est les enchères. C'est d'occasion, c'est compliqué. C'est pas le shopping plaisir. Mais quelque chose est en train de changer. Un changement dans la façon dont les gens consomment du contenu. Et par extension, dans la façon dont ils consomment tout court. Les réseaux sociaux explosent. Facebook atteint 500 millions d'utilisateurs. Instagram est lancé en 2010. Snapchat en 2011. La mode bascule dans l'ère du scroll infini. Les gens ne lisent plus, ils scrollent. Ils ne cherchent plus, ils découvrent. Ils ne vont plus sur des sites. Les sites viennent à eux. Et surtout, les publicités deviennent ultra précises. Facebook, c'est tout de vous. Ce que vous aimez, ce que vous regardez, avec qui vous passez du temps, ce que vous pourriez acheter. C'est à ce moment-là qu'un nouveau paradigme émerge. Le commerce par la découverte. Pas juste je cherche un produit, mais un produit me trouve. Il faut aussi parler du contexte économique. On est en pleine période post-crise de 2008. Les gens ont moins d'argent et cherchent les bonnes affaires. La culture du budget explose. Les applications de coupons se multiplient. Groupon fait des millions. Les sites de déstockage cartonnent. Le consommateur des années 2010 est un chasseur de promos. Il veut dépenser moins. Il veut en avoir plus pour son argent. Et c'est exactement cette psychologie que Wish va exploiter, brillamment. Dernier élément de contexte, et pas des moindres, l'essor de la fabrication en Chine. Dans les années 2010, la Chine est devenue l'usine du monde. Des centaines de milliers de petits fabricants produisent tout et n'importe quoi à des coûts défiant toute concurrence. Ces fabricants ont des stocks immenses. Ils produisent pour des marques occidentales, mais ils ont aussi leurs propres produits. Pas de marque, pas d'emballage fancy. Juste le produit. Ils cherchent désespérément des débouchés, des façons de vendre directement aux consommateurs occidentaux sans passer par des distributeurs qui prennent des marges énormes. Il manque juste une plateforme,
un pont entre ses fabricants et les consommateurs. C'est dans ce contexte que deux ingénieurs, Peter et Danny, tous les deux anciens de Google, ont une idée. Et si on crée un site e-commerce qui ne ressemble pas à un site e-commerce? Un site qui ressemble à un réseau social. Un site où vous ne cherchez pas de produits, mais où les produits vous trouvent. En 2010, ils créent Wish. Et ils vont changer le shopping en ligne pour toujours. Voici un truc que très peu de gens savent. Wish ne commence pas comme un site de shopping. Au départ, c'est un moteur de recommandation. Une application qui vous montre des produits que vous pourriez aimer, basée sur vos recherches Google, vos likes Facebook, votre historique. L'idée, c'est de créer une wishlist automatique. Une liste de souhaits générée par intelligence artificielle. Vous regardez des vidéos de cuisine sur YouTube, l'app vous montre des ustensiles de cuisine. Vous aimez des photos de voyage sur Instagram, elle vous propose des valises et des gadgets pour voyageurs. C'est sophistiqué, c'est ambitieux, et les premiers investisseurs adorent le concept. Mais il y a un problème. Les gens adorent regarder les produits, mais ils ne cliquent pas pour les acheter. Ils sont envoyés vers Amazon, vers d'autres sites. Wish ne gagne rien. C'est un problème classique des startups. Avoir une bonne idée, mais pas encore le bon modèle économique. Alors Peter fait quelque chose que peu de fondateurs ont eu le courage de faire. Il pivote complètement. Si les gens aiment nos recommandations, pourquoi ne pas vendre nous-mêmes? Pourquoi être l'intermédiaire plutôt que la destination? En 2013, Wish devient une plateforme e-commerce à part entière. Et tout change. Wish invente quelque chose de révolutionnaire. Le shopping sans recherche. Vous ouvrez l'application et vous voyez un flux infini de produits, comme un feed Instagram. Vous scrollez. Vous voyez un produit marrant, vous scrollez. Puis un autre, encore un autre. Pas de catégorie, pas de barre de recherche visible. Pas de ce que vous êtes venu chercher. Pas de structure. Juste un flux chaotique de choses à potentiellement acheter. Et au milieu de ce chaos apparent, il y a un ordre invisible, dicté par l'algorithme. Parce que ce flux n'est pas aléatoire. Chaque produit que vous voyez a été sélectionné pour vous, basé sur votre âge, votre sexe, votre localisation, vos achats précédents, le temps que vous avez passé à regarder certains produits, même les produits sur lesquels vous avez hésité sans les acheter. L'algorithme de Wish était, à son époque, parmi les plus sophistiqués du e-commerce. Il apprenait de chaque interaction. Il s'améliorait en permanence. Une licorne gonflable pour la piscine? Vous aimez les animaux et l'été, c'est pour vous. Un chargeur de téléphone en forme de hamburger? Vous avez déjà acheté des gadgets marrants? Bingo. Des faux ongles à paillettes? Vous avez regardé des tutoriels nail art sur YouTube? Évidemment. Et le prix? Ridicule. 2 €, 5 €, 10 € maximum. Parfois 1 €, voire même 50 centimes. À ce prix-là, vous ne réfléchissez même pas, vous achetez. C'est tellement pas cher que même si c'est nul, vous vous en foutez. Psychologiquement, c'est brillant. Mais Wish va encore plus loin. Il ne se contente pas de vendre des produits, il transforme le shopping en jeu. Première mécanique, les Daily Logging Rewards. Connectez-vous chaque jour et débloquez des réductions supplémentaires. Comme dans un jeu mobile. C'est basique, mais ça marche. Deuxième mécanique, le Spin to Win. Une roue de la fortune qui vous offre des réductions aléatoires. Vous pouvez gagner 10, 20, 30, 50, voire même 90% de réduction sur votre prochain achat. Le problème, la roue est truquée. Vous gagnez presque toujours 10%. Mais l'anticipation, l'espoir, c'est ça qui vous fait rester dans l'application. Troisième mécanique, les flash sales. Des offres qui durent 24 heures seulement, avec un compte à rebours. Plus que 3 heures pour profiter de cette offre. L'urgence artificielle. Une technique vieille comme le commerce. Mais sur mobile, elle est redoutablement efficace. Quatrième mécanique, les free items. Wishcash et points de fidélité que vous accumulez et que vous pouvez utiliser pour obtenir des produits gratuits. Vous payez juste les frais de port. Cette mécanique est fascinante. Des gens commandent des produits dont ils ont absolument pas besoin juste parce que c'est gratuit. Psychologiquement, c'est une bombe. Ce que Wish avait compris, c'est quelque chose que les casinos avaient compris depuis des décennies. Le vrai danger n'est pas de perdre, c'est de ne pas savoir s'arrêter. Wish ne vendait pas des produits. Wish vendait une expérience, une dopamine, un frisson. Wish comprend une chose essentielle. Les humains adorent les bonnes affaires, même les fausses bonnes affaires. Alors ils affichent des prix barrés complètement absurdes. Un drone affiché 300 €,
Prix Wish 3 €, réduction de 99%. Un sac à main affiché 450 €, prix Wish 12 €. Des lunettes de soleil à 180 € pour 4 €. Évidemment, ces produits n'ont jamais valu ces prix. Le prix barré est inventé de toutes pièces. C'est ce que les juristes appellent un prix de référence fictif. C'est illégal dans beaucoup de pays. Mais à l'époque, personne ne les embête vraiment. Votre cerveau, lui, voit 99% de réduction et il pète un câble. Vous devez acheter. C'est exactement la même psychologie que les soldes. Sauf que là, c'est des soldes permanentes, surtout tout le temps. Et les photos, magnifiques, professionnelles, des produits qui ont l'air incroyables, des mannequins qui sourient, des maisons design, des gadgets qui semblent révolutionnaires. Spoiler, ce ne sont pas toujours les vrais produits. Parfois, ce sont des photos volées sur d'autres sites. Parfois, c'est du Photoshop. Parfois, c'est juste du mensonge. Mais vous le découvrirez plus tard, quand le colis arrivera. Pour comprendre l'ascension de Wish, il faut comprendre leur machine publicitaire. Parce que c'était impressionnant. Wish était l'un des plus gros annonceurs sur Facebook au monde. Des centaines de millions de dollars dépensés chaque année. Et leur approche de la pub n'avait absolument rien de conventionnel. Les publicités étaient étranges. Délibérément étranges. Des produits bizarres, des objets insolites, des gadgets qu'on n'avait jamais vus. L'objectif n'était pas de faire beau, l'objectif était de faire stop, de faire en sorte que vous vous arrêtiez de scroller. Qu'est-ce que c'est que ça? Voilà les réactions que Wish voulait provoquer. La curiosité comme moteur d'achat. Et les youtubeurs? Oh, les youtubeurs! Wish a été l'un des premiers à comprendre le marketing d'influence à grande échelle. Ils ont payé des centaines de créateurs pour faire des vidéos. Ces vidéos étaient parfaites pour Wish, même quand les produits étaient nuls, même quand les créateurs se moquaient. La visibilité était là. Le nom était mentionné des dizaines de fois. La curiosité était piquée. En 2018, Wish était sponsor de maillots de football. Paris Saint-Germain, Manchester City, des équipes qui jouaient en Champions League, avec le logo Wish sur la manche. C'est un signal fort. Wish voulait être pris au sérieux. Wish voulait dire « Nous ne sommes pas juste une app bizarre, nous sommes une marque mondiale ». Entre 2013 et 2018, Wish explose littéralement. 2013, le pivot e-commerce, le premier million de téléchargements. 2014, 11 millions d'utilisateurs actifs par mois. Wish est dans le top 5 des apps shopping mondiales. 2018, plus de 100 millions d'utilisateurs actifs chaque mois. Il est numéro 1 du shopping sur l'App Store dans plusieurs pays. Pour vous donner une idée de sa taille, à son apogée, Wish traitait plus de 100 millions de commandes par mois. Et les vendeurs de la plateforme expédiaient des produits dans plus de 100 pays. En décembre 2020, Wish entre en bourse sur le Nasdaq. L'entreprise est valorisée à 14 milliards de dollars. L'action ouvre à 24 $. Les médias s'emballent. Le prochain Amazon, le e-commerce du futur. Wish est au sommet du monde. Mais sous la surface, tout est en train de pourrir. Pour comprendre la chute de Wish, il faut comprendre quelque chose d'essentiel. Les problèmes n'ont pas commencé en 2021. Ils ont commencé le premier jour. Voici ce qui se passe quand vous commandez sur Wish. Vous voyez une magnifique robe, sur la photo, elle est portée par un mannequin. Elle tombe parfaitement, les couleurs sont vives, elle ressemble à une robe qu'on verrait dans un magazine. Vous la commandez, 8 €, pourquoi pas. 3 semaines plus tard, vous recevez un sac en plastique. À l'intérieur, un bout de tissu qui ressemble vaguement à une robe. La taille, conçue pour un enfant de 8 ans, alors que vous aviez commandé un L. La couleur, complètement différente de la photo. La qualité, vous pouvez voir à travers. Félicitations, vous venez de vous faire wisher. Les témoignages se multiplient. Les gens reçoivent des écouteurs qui ne fonctionnent pas, des chargeurs qui prennent feu. Et ça, ce n'est pas une métaphore. Des chargeurs Wish ont provoqué des incendies, des vêtements qui se déchirent au premier lavage, des bijoux qui donnent des allergies, des jouets pour enfants avec des matériaux toxiques. Un utilisateur commande un canapé. Il reçoit une photo imprimée d'un canapé. Un autre commande un appareil photo. Il reçoit une boîte vide avec juste le manuel d'utilisation. Un autre encore commande un kit de jardinage. Il reçoit une seule graine dans une enveloppe. Les réseaux sociaux explosent. Les mêmes Wish deviennent viraux. Expectation versus reality. Vous avez forcément vu une vidéo de ce type. À chaque fois, c'est la catastrophe. Ces mèmes font des millions de vues. Ce qui, paradoxalement, fait aussi de la pub à Wish. La curiosité attire encore des gens. Mais la blague commence à sonner creux. Parce que ce ne sont pas juste des anecdotes amusantes. Ce sont des gens qui ont perdu leur argent. Des gens qui ont commandé quelque chose dont ils avaient besoin et qui ont reçu n'importe quoi. Pour comprendre le problème de qualité, il faut comprendre le modèle en profondeur. Wish ne vend rien.
Wish est une marketplace, une place de marché, comme Amazon Marketplace ou eBay. Les vrais vendeurs sont des entreprises chinoises, parfois de très petites entreprises, parfois juste un individu avec un accès à une usine. Ces vendeurs s'inscrivent sur Wish, mettent leurs produits en ligne, fixent leur prix. Wish prend une commission de 15 à 20% par vente. Et c'est à peu près tout. Pas de vérification des vendeurs, pas de contrôle des produits, pas de test qualité, pas de vérification des photos, pas de vérification de la description. N'importe qui peut s'inscrire, n'importe qui peut vendre n'importe quoi. Et les photos ? Vous pouvez mettre la photo de n'importe quel produit, même si ça ne correspond pas à ce que vous envoyez réellement. Wish avait une politique antifraude, sur le papier, mais en pratique, elle était appliquée de façon légère. Parce que chaque vendeur, même frauduleux, générait des commissions. Et Wish voulait du volume. Plus vous êtes permissif, plus vous avez de vendeurs et de produits, mais moins vous pouvez garantir la qualité. Amazon, quant à eux, ont résolu ce problème assez rapidement. Wish n'a jamais voulu résoudre ce problème. Et il y a eu des problèmes beaucoup plus graves que des robes mal taillées. En 2021, la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes en France, la DGCCRF, effectue une enquête sur Wish. Les résultats sont accablants. Parmi les produits testés achetés sur Wish, des jouets pour enfants avec des niveaux de phtalate, des perturbateurs endocriniens, bien au-dessus des seuils légaux, des appareils électriques non conformes aux normes européennes, des produits cosmétiques avec des substances interdites. En juillet 2021, la France prend une décision historique. Wish est retiré des stores en France, Apple Store, Google Play, des moteurs de recherche. La plateforme est déréférencée. C'est la première fois qu'un pays prend une mesure aussi radicale contre une marketplace. La réaction de Wish ? Ils négocient, ils promettent des améliorations. Après plusieurs mois, ils sont réintégrés. Mais le signal est envoyé. Wish est un problème, Wish est dangereux. Et puis, il y a les délais. Parce que ce n'est pas juste la qualité qui pose problème, c'est aussi le temps d'attente. Wish promet des prix bas. Mais comment ? En utilisant la livraison la moins chère possible, le e-packet chinois. Un système de livraison subventionné par le gouvernement chinois qui permet d'envoyer des petits colis pour presque rien aux pays occidentaux. C'est ce subventionnement-là qui permet les prix Wish. Si l'expédition coûtait le vrai prix du marché, personne ne pourrait vendre un produit à 2 € et rester rentable. Le problème, ça prend 3 à 6 semaines, parfois 8, parfois 12. Vous commandez en janvier, vous recevez en mars. Et entre-temps, vous avez complètement oublié ce que vous avez acheté. C'est comme un cadeau surprise. Et quand le colis arrive enfin, cette longue attente a créé des attentes. Vous attendez avec impatience. Et quand vous ouvrez le sac plastique et que vous trouvez une robe d'enfant décolorée, la déception est d'autant plus grande. Les psychologues appellent ça le temporal discounting inversé. Plus vous attendez quelque chose, plus vous espérez qu'il sera bien. Et bien sûr, plus la déception est grande si ça rate. En 2018-2019, quelque chose change dans l'air. Les gens comprennent. Pas tous, pas encore, mais de plus en plus. Wish, ce n'est pas vraiment du shopping. C'est de la loterie. Parfois, vous gagnez quelque chose de correct, quelque chose de fonctionnel, quelque chose qui ressemble à la photo, mais la plupart du temps, vous perdez. Les applications de notation explosent. Trustpilot, Google Review, Reddit. Les avis sont catastrophiques. Sur Reddit, le subreddit Wish devient le musée des horreurs. Des photos de ce que les gens ont commandé versus ce qu'ils ont reçu. C'est à la fois hilarant et triste. Même les youtubeurs qui faisaient des vidéos fun sur Wish changent de ton. J'ai commandé sur Wish et voici pourquoi vous ne devriez jamais le faire. Ces vidéos font encore plus de vues que les vidéos positives. Le plaisir de voir des gens se faire arnaquer attire des millions de clics. Les remboursements explosent. Les litiges aussi. Le service client de Wish est débordé. Les gens réclament leur argent. Wish rembourse, parfois, mais souvent après de longues batailles, souvent en crédit sur l'application, jamais vraiment sur le compte bancaire. Et là, l'entreprise fait quelque chose de fascinant, quelque chose de révélateur. Au lieu de résoudre le problème, ils dépensent encore plus en publicité. L'idée, si les vieux clients partent, on en rachète de nouveaux. Si la réputation est mauvaise, on la noie sous les pubs. Si les gens ne reviennent pas, on en trouve d'autres. C'est une stratégie. C'est même une stratégie compréhensible à court terme. Mais c'est aussi une bombe à retardement. Wish comprend qu'il y a un problème. Ils ne sont pas idiots. Ils ont des dizaines de consultants, des data scientists. Ils voient les chiffres. Ils voient la rétention qui s'effondre.
ils voient les avis négatifs. Alors ils réagissent. Mais leur action, au lieu de résoudre les problèmes, les amplifie. En 2019, Wish lance Wish Premium. Des produits de meilleure qualité livrés plus rapidement avec un abonnement mensuel. L'idée ressemble à Amazon Prime. Vous payez 10 € par mois, en échange vous avez des produits meilleurs, une livraison en 2 semaines au lieu de 6 et un service client prioritaire. Sur le papier, c'est intelligent. Ça génère des revenus récurrents, ça améliore l'image de marque. En pratique, c'est un désastre. Premièrement, personne ne vient sur Wish pour de la qualité. Les gens viennent pour les prix ridicules. La proposition des valeurs de Wish, c'est incroyablement pas cher. C'est pas qualité acceptable à prix modéré. Ce positionnement est déjà occupé par AliExpress, par Chine, par des centaines d'autres. Deuxièmement, Wish n'avait pas les outils pour garantir cette qualité. Il n'avait pas les relations avec les bons fournisseurs. Il n'avait pas les processus de contrôle. Wish Premium était souvent juste des produits Wish normaux expédiés un peu plus rapidement. Troisièmement, ça a brouillé le message. Wish était une marque simple, pas chère et surprenant. Wish Premium compliquait tout ça. Les utilisateurs ne savaient plus ce qu'ils achetaient. Wish Premium a été discrètement abandonné, mais pas avant d'avoir coûté des millions en développement et en marketing. En 2019, Wish dépense plus d'1 milliard de $ en marketing. Et le tout en une seule année. Pour vous donner une comparaison, leur revenu cette année-là était d'environ 1,9 milliard. Ils dépensaient donc presque 60% de leurs revenus en pub. Et ça continuait à augmenter. 2020, encore plus, parce que le coût d'acquisition d'un client augmentait. Pour attirer le même nombre de nouveaux clients, il fallait dépenser de plus en plus. Pourquoi? Parce que les gens qui n'avaient jamais entendu parler de Wish, il en restait de moins en moins. La notoriété était maximale. Tout le monde connaissait Wish. Le problème, c'est que beaucoup connaissaient Wish pour de mauvaises raisons. Donc Wish dépensait des fortunes pour attirer des clients qui arrivaient avec déjà des doutes. Des clients qui avaient vu les mêmes, qui avaient entendu les histoires. Ces clients achetaient une fois pour voir par curiosité. Ils étaient déçus, ils partaient. Et Wish devait en trouver d'autres. Pendant que Wish se débattait avec ses problèmes internes, le monde avançait. AliExpress investissait dans la qualité et la rapidité. Shein révolutionnait la fast fashion. TikTok Shop intégrait le commerce directement dans les vidéos. Et en 2022, Temu arrivait. Temu, c'est le nom qu'il faut retenir. Parce que Temu, c'est Wish, mais en mieux. Temu est lancé par PDD Holding, le géant du e-commerce chinois. Ils ont les ressources, ils ont l'expérience. Et surtout, ils ont appris de tous les échecs de Wish. Temu offre les mêmes prix ultra bas, mais avec un meilleur contrôle qualité, des délais plus courts, une interface plus soignée et une machine publicitaire encore plus agressive que Wish. En 2023, Temu devient l'application la plus téléchargée aux États-Unis, devant Instagram, devant TikTok, devant tout. Et Wish regarde. Wish n'a pas les ressources pour rivaliser. Wish n'a pas la technologie. Wish n'a pas les relations avec les fournisseurs. Wish est en train de se faire remplacer par une version améliorée de lui-même. C'est peut-être la plus grande ironie de toute cette histoire. Wish a créé le marché, Wish a prouvé que le modèle fonctionnait, et ce sont ses concurrents qui ont récolté les fruits. Il faut aussi parler d'un sujet qui est resté relativement sous le radar, mais qui a contribué à l'image négative de Wish, les données personnelles. Wish collectait énormément de données. Comportement d'achat, habitudes de navigation, localisation, informations financières. C'est normal pour une application e-commerce. Mais la façon dont ces données étaient utilisées et protégées ont soulevé des questions. Des chercheurs en cybersécurité ont pointé des vulnérabilités. Des régulateurs européens ont regardé de près. Le RGPD a rendu l'Europe nerveuse vis-à-vis de toutes ces entreprises qui collectent massivement des données. Et dans un contexte de guerre commerciale sino-américaine, toute application avec des liens forts avec la Chine était sous surveillance étroite. Wish n'était pas TikTok, mais l'ambiance générale n'aidait pas. La pandémie, le monde s'arrête. Pour Wish, c'est d'abord une bonne nouvelle. Les gens sont confinés, ils s'ennuient, ils ne peuvent pas aller faire du shopping. Alors, ils commandent en ligne. Les ventes explosent. Le premier confinement, au printemps 2020, est excellent pour Wish. Mais très vite, les problèmes apparaissent. Les usines chinoises ferment, les chaînes de logistique mondiale s'effondrent, les ports sont saturés, les porte-conteneurs restent bloqués en mer pendant des semaines. Les délais de livraison Wish, déjà longs, deviennent catastrophiques. 4 semaines devient 8 semaines. 8 semaines devient 3 mois. 3 mois devient... on ne sait pas. Les gens commandent et attendent.
et attendent, et abandonnent. Ils demandent des remboursements. Les litiges PayPal et carte bancaire explosent. Et puis, il y a un autre problème plus inattendu. Pendant le Covid, les gens ont commencé à acheter différemment. Ils ne voulaient plus de gadgets inutiles. Ils voulaient des choses essentielles. Des masques, du gel hydroalcoolique, des produits ménagers. Sur Wish, vous trouviez des masques. Parfois. Mais leur conformité aux normes européennes, garantie par qui? Par le vendeur chinois anonyme qui en avait commandé 10 000 à une usine? Pas vraiment. L'image de Wish comme plateforme de gadgets amusants mais inutiles devenait de plus en plus un problème dans un monde où les gens cherchaient de la fiabilité. Et puis viennent les tensions géopolitiques. Les États-Unis et la Chine se font une guerre commerciale ouverte. Trump puis Biden augmentent les taxes douanières sur les importations chinoises. Certains produits sont taxés à 25%. La philosophie du e-packet est remise en question. En 2021, les États-Unis mettent fin à cet avantage postaux pour les colis provenant de Chine. Le coût de la livraison augmente. Et quand la livraison coûte plus cher, le prix Wish doit augmenter. Ou les marges disparaissent. Wish est pris entre deux feux. Ils sont une entreprise américaine, fondée et cotée aux États-Unis. Mais leur modèle entier repose sur la supply chain chinoise. Ils ne peuvent pas facilement relocaliser. La géopolitique est en train de détruire le fondement même de leur business model. Décembre 2020, Wish entre en bourse à 14 milliards de dollars. L'action est à 24 $, les médias s'emballent. Mars 2021, 10 $. Les premiers signes d'inquiétude commencent à se faire voir. Décembre 2021, 3 $, les actionnaires fuient. 2023, des fractions de dollars. La capitalisation de Wish, moins de 200 millions de dollars. De 14 milliards à 200 millions en 5 ans. C'est une destruction de valeur de 98,6%. Les chiffres humains sont tout aussi brutaux. À son apogée, Wish employait plus de 1700 personnes dans ses divers bureaux aux États-Unis. Des ingénieurs, des data scientists, des équipes marketing, des testeurs produits. 2021, première vague de licenciements, 10% de l'effectif. En 2022, encore des coupes, 40% de l'effectif. Ce sont des centaines de familles affectées, des gens qui avaient rejoint Wish avec espoir, des ingénieurs qui avaient quitté Google ou Facebook pour cette aventure, des managers qui avaient misé leur carrière sur cette plateforme. Les bureaux de San Francisco se vident. Dans le quartier de Soma, là où toutes les startups tech rêvent d'avoir un siège, les grands open space de Wish restent déserts. Pourquoi Wish a vraiment échoué? On peut lister les erreurs, les mauvaises décisions, les problèmes de qualité, les délais, la concurrence. Mais je pense que la vraie raison de l'échec de Wish est plus profonde, plus fondamentale. Dans le commerce, la confiance c'est tout. Sans confiance, il n'y a rien. Amazon existe depuis 1994. Pendant les 10 premières années, ils ont perdu de l'argent. Des années entières dans le rouge. Mais ils ont construit quelque chose d'infiniment précieux. La confiance. Wish a fait le contraire. Chaque commande était une roulette russe. Parfois ça se passait bien, souvent ça se passait mal. Rarement c'était catastrophique, mais l'incertitude était permanente. Et l'incertitude, c'est le pire ennemi du commerce. Les humains peuvent accepter la mauvaise qualité si elle est cohérente. Ils peuvent acheter des produits pas chers et accepter qu'ils ne durent pas. Mais ils ne peuvent pas accepter de pas savoir ce qu'ils vont recevoir. Wish a détruit sa propre confiance. Produit après produit, déception après déception. Et une fois que cette réputation s'était installée, elle était quasi impossible à changer. Le modèle de Wish reposait sur une équation simple. Attirer des millions de clients avec la pub, les faire acheter, recevoir des commissions. Cette équation ne fonctionne que si 3 conditions sont réunies. Les clients reviennent, le coût d'acquisition reste bas et la marge est suffisante. Aucune de ces conditions n'était durablement remplie chez Wish. Wish brûlait de l'argent, des centaines de millions par an, pour acquérir des clients qui partaient immédiatement. C'est mathématiquement voué à l'échec. Depuis le début, il y a une phrase que la direction de Wish a répétée pendant des années. Nous sommes une marketplace. Nous ne sommes pas responsables des produits vendus par les vendeurs. C'est une position juridiquement défendable. Dans beaucoup de pays, les plateformes ne sont pas responsables des produits de leurs vendeurs tiers. Mais c'est une position commercialement suicidaire. Parce que les consommateurs, eux, ne font pas la distinction. Ils achètent sur Wish, pas un vendeur chinois anonyme.
sur Wish. Quand le produit est nul, ils blâment Wish. Wish a refusé d'endosser cette responsabilité et ça leur a coûté leur entreprise. Alors, Wish existe-t-il encore aujourd'hui? Techniquement, oui, l'application fonctionne. Vous pouvez l'ouvrir, scroller, commander. Il y a encore des millions de produits. Il y a encore des vendeurs. Mais c'est un fantôme. Une ombre de ce qu'il était. Une application qui ressemble à Wish, mais qui n'en est plus que le souffle. En 2024, il y a eu des rumeurs persistantes de rachat. Des fonds d'investissement ont regardé les actifs. Il reste quelque chose de valeur. La technologie, les données utilisateurs, les relations avec les fournisseurs. En 2023, Wish a changé de CEO. Après des tentatives de restructuration, l'entreprise a cherché un repreneur. À l'heure où je vous parle, Wish est toujours en vie. Mais personne ne parle vraiment d'un futur brillant pour eux. C'est devenu un cas d'école, un avertissement, une leçon de ce qu'il ne faut pas faire. La surprise positive est devenue une surprise négative. Et c'est là que tout s'est effondré. Il serait facile de conclure cette histoire en disant « Wish a échoué ». Point. Mauvaise entreprise, mauvais management, mauvais modèle. Mais ça serait passé à côté de quelque chose d'important, quelque chose de fascinant. Wish a changé le e-commerce. Ils ont prouvé qu'on pouvait faire du shopping comme du scrolling, que l'algorithme pouvait vendre mieux qu'un catalogue, que la gamification fonctionnait, que les prix ultra bas pouvaient attirer des centaines de millions de personnes. Temu a pris le modèle Wish et l'a amélioré. TikTok Shop fait pareil. Même les grandes marques traditionnelles comme Nike ou Zara ont intégré des éléments de feed infini et de découverte dans leurs applications. Wish a perdu, mais son ADN survit dans presque toutes les applications de e-commerce modernes. Wish avait les idées, Wish avait le timing, Wish avait même les ressources, un temps. Ce qu'il n'avait pas en revanche, c'était la discipline, la patience et la volonté de construire quelque chose de durable plutôt que de croître à tout prix. Wish est l'histoire d'une idée brillante qui a mal tourné. C'est l'histoire d'une entreprise qui a compris comment attirer le monde entier, mais pas comment le garder. C'est l'histoire d'une plateforme qui a transformé le shopping en jeu, avant de réaliser que les gens voulaient plus qu'un jeu. Ils voulaient de vrais produits. Une vraie expérience, une vraie confiance. Mais voilà ce qui me frappe le plus dans cette histoire. Wish savait, les dirigeants savaient que la qualité était un problème. Les data scientists voyaient les données de rétention s'effondrer. Les équipes produits entendaient les plaintes. Ils savaient et ils ont choisi de continuer quand même, de dépenser plus en pub, de croître plus vite, de repousser le problème à plus tard. Plus tard est arrivé, et plus vite que prévu. C'est peut-être la leçon la plus universelle de cette histoire, pas juste pour les entrepreneurs. Pour tout le monde, les problèmes qu'on ignore ne disparaissent pas, ils s'accumulent, ils grandissent. Et quand ils explosent, ils emportent tout. Wish n'est pas mort d'une catastrophe soudaine. Wish est mort de 1000 petites décisions de repousser ce qui devait être fait. Alors, est-ce que vous avez déjà commandé sur Wish? Qu'est-ce que vous aviez reçu? Est-ce que c'était aussi catastrophique que prévu? Ou est-ce que vous avez eu de la chance? Raconte-moi en commentaire ta pire ou meilleure expérience avec un achat sur Wish. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner à la chaîne, c'est entièrement gratuit. En tout cas moi, je vous dis à plus dans de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde!